Donc, dernier exo concernant tous ces problèmes, avec un problème de stéréochimie, non pas de chiralité, mais la stéréochimie. C'est-à-dire comment est-ce qu'une réaction d'élimination peut être sensible au positionnement des groupements dans l'espace. Donc ce qu'on va étudier ici, c'est l'élimination de HCl par une base forte, le TBUK, sur deux diastéréisomères, soit le trans, c'est le cas du premier, d'accord. Le méthyle est au-dessus de l'hydrogène, le chlore est en dessous de l'hydrogène, au-dessus, en dessous, de part et d'autre du plan moyen, donc c'est le trans. Et donc dans l'autre cas, vous avez le diastéréisomère 6. On peut voir que ces deux réactions partant de deux diastéréisomères différentes donnent des résultats différents. Donc si on rappelle dans un premier temps ce que c'est que la E1. La E1, vous perdez l'halogénure, vous formez un carbocation qui en son tour va perdre H+, dans une deuxième étape, et vous allez former l'alcène. Et là, il n'y a pas de contrainte stéréochimique, c'est-à-dire du moment que vous avez un hydrogène porté par le carbone juste à côté du carbocation, vous faites l'élimination. Si vous avez le choix entre divers alcènes, vous formerez le plus stable, c'est-à-dire le plus substitué, règle de Zaitsev, s'il n'y a pas d'effet mésomère. Dans le cas de la E2, vous avez un mécanisme qui est concerté, c'est-à-dire que toutes les liaisons se cassent et se forment en même temps. La base attaque en anti. D'accord ? Donc elle attaque quoi ? Elle attaque l'hydrogène en anti du chlore. Donc là, il y a une contrainte stéréochimique. Donc, on peut essayer de voir ce que ça donnerait. Donc, on fait l'hypothèse d'une E1. D'accord ? Hypothèse E1. Que vous partez du trans ou du 6. Les deux, une fois que vous perdez le Cl-, c'est-à-dire je fais ça, j'obtiens le même carbocation. Donc logiquement, on devrait obtenir les mêmes produits. Alors quel produit va-t-on obtenir ? Eh bien, j'ai un hydrogène là, j'ai un hydrogène là. La base dans l'étape qui n'est pas cinétiquement déterminante peut vous fournir cet alcène-ci, ou cet alcène-ci. Et du coup, vous allez obtenir deux composés, mais attention, deux composés pour les deux cas. Hypothèse de la E2. Vous ne pouvez attaquer que l'hydrogène qui est en anti du chlore, encore faut-il qu'il y ait un hydrogène en anti du chlore. Donc si je prends le cas du trans, ok, donc du diastéréisomère trans, le chlore est dessous, donc l'hydrogène doit se trouver dessus. Le seul hydrogène que j'ai dessus, c'est celui-ci. Conclusion, je ne peux former que ce composé-là en partant du trans. Alors que si vous partez du 6, le chlore est devant, il faut aller chercher l'hydrogène qui est derrière. J'ai deux possibilités. Je peux donc former deux composés, celui-ci ou celui-là. Lequel est-ce que... dans chaque cas, d'accord, il sera intéressant de voir et de prédire lequel serait majoritaire. Donc si je reviens dans la E1, c'est pas indiqué, mais on pourrait vous le demander. Dans celui-ci, la E1 est sous contrôle thermodynamique. Je vais donc former l'alcène le plus stable, donc celui-ci sera majoritaire dans les deux cas, que ce soit le 6 ou le trans. Dans l'hypothèse de la E2, vous avez un produit en une seule étape, d'accord ? Même s'il y en a un qui est plus stable,
la vitesse n'est pas forcément corrélée au fait que l'un des produits soit plus stable. Tout dépend. La vitesse va être corrélée, tout dépend de la manière dont la base, ici très encombrée, va approcher l'hydrogène. Ce qui veut dire qu'il y a des contraintes stériques. Quel est l'hydrogène qui est le plus facilement accessible quand vous pouvez former deux composés? Eh bien, tout simplement ici. La base va taper plus facilement sur ce proton-là qu'elle ne peut taper sur ce proton-ci. Conclusion. Généralement, j'ai bien dit généralement, puisque n'oubliez pas que la règle de Markovnikov est une règle de... D'accord? Donc, généralement, la E2 est sous contrôle cinétique, ce qui veut dire que c'est plutôt de l'anti-Markovnikov. D'accord? Mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. Vous savez que je ne suis pas grand fan de cette règle-là. Donc, la conclusion, c'est que c'est une E2. Donc, une transélimination en une étape où la base vient attaquer le proton. Maintenant, quels seraient les produits qui seraient obtenus par action de TBUOK sur les composés suivants? Donc, on fait toujours l'hypothèse de la E2, puisqu'on sait que c'est une E2, ce qui est logique. Hein. Vous avez un dérivé secondaire, ça ne stabilise pas tant que ça le carbocation, donc ça ne favorise pas la E1. Et en plus, vous avez une base très forte, donc ça favorise la E2. Donc, vous allez attaquer l'hydrogène qui est en anti. Donc dans ce cas-là, vous avez deux types d'hydrogène en anti. Vous avez celui-ci, mais vous avez également le deutérium. Donc je vous rappelle, hein, le deutérium est chimiquement un hydrogène, mais physiquement est un isotope différent. Chimiquement, ce sont les électrons qui parlent, physiquement, ce sont les noyaux qui parlent. Donc vous avez le même nombre d'électrons pour le deutérium. Donc conclusion, ça réagit à peu près de la même manière. Donc vous allez préparer deux composés, soit ça, donc là vous éliminez moins TBUOD, le deutérium est capté par la base, et KCl, d'accord, plus le composé ici, et ce composé-là serait majoritaire, puisque le deutérium est plus accessible que le proton. Deuxième cas. Toujours une E2. Toujours avec la même base, une base forte. Vous allez arracher l'hydrogène en anti. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a un. Et c'est un hydrogène. Conclusion, la molécule finale garde son deutérium, d'accord, moins TBUOH moins KCl. Donc voilà, ça c'est pour faire le point un peu sur la E2 sur des cas un peu particuliers. Donc toujours dans l'esprit de pour vous entraîner et vous perfectionner, je vous propose d'essayer de trouver comment marche la réaction suivante. Donc on part d'une molécule qui est l'épichlorhydrine. C'est comme ça que cette molécule s'appelle. Évidemment, je ne suis pas sûr de la manière dont c'est écrit épichlorhydrine, qui va permettre de faire globalement, ça ressemble à une substitution nucléophile. La question, est-ce que ça ressemble réellement, est-ce que c'est réellement une substitution nucléophile, puisque nous avons un souci, d'accord ? C'est-à-dire que l'halogène est porté par ce chlore. Le chlore donne l'impression d'avoir été remplacé par ce groupement-là. Mais l'épichlorhydrine est asymétrique sur le carbone d'à côté. Et quand vous faites la réaction, eh bien vous vous rendez compte que vous avez une inversion de configuration du carbone d'à côté. Donc posez-vous la question de ce que ça donnerait si c'était une SN1, SN2. Quel produit vous devriez obtenir? Alors, ne vous dites pas l'inversion de configuration pour la SN2 racémisation. Appliquez les mécanismes et regardez ce que ça donne vraiment. De manière à essayer de vous aiguiller ensuite sur une bonne proposition de mécanisme, nous avons fait un marquage isotopique avec du carbone 13. Le carbone 13, la molécule de départ, l'épichlorhydrine, a été marquée sur ce carbone-là. Et à la fin, elle se retrouve sur celui-ci. Et maintenant,
Le but du jeu est de proposer un mécanisme pour cette réaction qui tienne compte de tout ceci. Donc juste une chose, n'oubliez pas, FiOH, le phénol, est un acide aux alentours de 9, NaH est une base forte. Ce qui va se passer dans un premier temps, c'est les deux vont réagir ensemble. À vous de me dire ce qui va se passer. À vous de jouer.